Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec James, on va parler entrepreneuriat, on va parler résilience, on va parler antifragilité et on va parler aussi de ton livre James, puisque tu as écrit un livre sur le sujet, sur la résilience que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. C'est justement suite à la lecture de ce livre que j'ai envie de te proposer cette interview sur ma chaîne. Alors déjà, comment vas-tu James aujourd'hui? Très bien, merci. L'été est arrivé, donc là, les mœurs s'adoucissent, tout va bien. Ah bah ça, ça c'est clair, l'été avec le soleil et tout, ça redonne du pep, ça, c'est clair. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui te découvrent pour la première fois? Parce que nous on se connaît déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas forcément. Écoute, je m'appelle James, je vis en Suisse, à Genève. Je suis neurospécialiste en stratégie de résilience. Après un long chemin de résilience, justement, qui m'a amené là. Et maintenant, j'essaye de transmettre une méthode que j'ai mise au point avec les années pour en fait programmer notre cerveau à la résilience, soit programmer les réflexes de résilience de façon à ce que même en situation de stress, tu vois, où là tu reviens vers tes vieilles habitudes, eh ben, tu as des réflexes de résilience et non pas des réflexes qui t'ont pas forcément amené là où tu voulais. Alors, est-ce que tu peux donner, pour commencer, déjà une définition de ce qu'est la résilience? Parce que je pense qu'il y a une partie des personnes qui connaissent, mais d'autres non. Est-ce que tu peux donner une définition? Qu'est-ce que c'est Bien la sûr. résilience pour toi? Donc la résilience, si tu veux, moi j'appelle ça un art maintenant, tu vois. C'est l'art de transformer l'adversité en une opportunité. Donc toi, en physique, c'est la résilience, ça existe en physique, c'est d'utiliser une force qui vient te contraindre, te déformer, tu vois, et réutiliser cette force pour rebondir, pour en faire quelque chose. Genre une balle de tennis, elle est résiliente, tu vois. Quand elle tape, truc, elle rebondit. La balle de pétanque, elle n'est pas vraiment résiliente. L'œuf non plus, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment cette capacité d'emmagasiner l'énergie et de la restituer pour aller encore plus loin que si tu n'avais pas rencontré d'obstacles. Alors, ce qui m'intrigue là tout de suite, parce que je me rappelle très bien quand on s'était rencontrés pour la première fois, que tu m'avais expliqué ce que tu faisais. Bon, déjà, ça m'avait intrigué. Je me disais, voilà, j'apprends aux entreprises à être résilientes. Et tout de suite, je me suis demandé comment ça t'est venu en fait. Parce que j'imagine, tu t'es pas levé un matin en te disant, tiens, Non, non, alors ça m'est venu, j'ai même pas eu le choix, si tu veux, c'est presque, je sais pas, un karma, tu vois, c'est ouais. presque, je veux dire, je pense que le talent, entre autres, c'est vraiment de pouvoir utiliser ce que tu as rencontré dans la vie pour le capitaliser et en faire quelque chose pour contribuer, je dirais, au monde, tu vois, au destin de l'humanité, à quoi que tu veuilles, en fait. Mais c'est utiliser ce qu'on a fait, nos expériences, nos rencontres, nos apprentissages, pour en faire une sorte un talent. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai été abandonné à la naissance. Après, j'ai été adopté par des parents militaires qui sont morts quand j'avais 17 ans. Enfin, etc., etc. Après, enfin, bref, toute ma vie, ça a été soit tu résilies, soit tu meurs. Hmm. Donc, à choix, j'ai pris résilier, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Donc, j'ai étudié les neurosciences pour comprendre un petit peu, tu vois, comment fonctionne le cerveau, pouvoir transmettre un petit peu ce que l'expérience m'avait apprise. Et puis après, j'ai commencé avec des enfants en Amérique du Sud, des enfants des rues, après les adolescents en rupture, j'ai fait du coaching familial, puis finalement les adultes, et puis finalement, après toutes ces années, j'ai mis au point une méthode vraiment maintenant pour que tout le monde puisse devenir résilient de façon vraiment efficace. Parce qu'en théorie, on sait tous résilient, la yaka, tu dois, il faut qu'on, tu sais. Hmm. Et le truc, c'est vraiment de programmer des réflexes qui font, parce que le truc, c'est ça, c'est quand tu es sous stress, tu as beau savoir qu'il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça, tes anciennes habitudes, tes réflexes de survie et tout prennent le dessus, et puis tu fais toujours la même chose. Et là, l'idée, c'était vraiment de programmer le cerveau pour que, au moment où l'adversité arrive, tu aies les bons réflexes, sans t'en rendre compte, sans devoir faire d'efforts, que ça soit un automatisme. Tu vois. Alors, est-ce que tu aurais... alors moi, j'en connais, puisque j'ai un petit peu triché, puisque j'ai lu ton livre, et dans ton livre, justement, il y a beaucoup d'exemples. Il y a surtout des exemples de ta vie personnelle. Alors, tu vas peut-être pouvoir en parler, mais je me souviens qu'il y en avait un ce qui concerne un accident de voiture, je crois, par exemple. Ah ouais. Est-ce que tu peux justement nous donner un exemple personnel, donc comment appliquer la résilience dans sa vie personnelle,
Et un autre, plus pour les entrepreneurs qui nous écoutent, un exemple plus professionnel, par exemple, une situation que tu as rencontrée avec une entreprise, je sais pas, qui était en train de couler, par exemple, tu vois, ou qui a fait une grosse connerie et qui, suite à ça, arrive à devenir plus forte, arrive à régénérer de la croissance après avoir fait, je sais pas, des erreurs stratégiques ou autres. D'accord. Alors, je commence par l'accident. Oui, par exemple. D'accord. Donc, moi, j'étais pilote de rallye automobile hein, quand j'ai eu l'accident, j'avais 28 ans. Et puis, j'étais en tête du championnat national. C'était l'avant-dernière course. Le champion en titre était un point derrière moi, donc c'est un peu inconfortable, tu vois, niveau pression. Il pleuvait à fond ce jour-là. Je suis arrivé dans un virage à peu près 180 km/h. Et puis, il y avait une légère décompression à l'intérieur du virage que j'avais noté, tu vois, en Hmm. reconnaissance. Mais je n'avais pas prévu qu'avec l'averse, elle se remplirait d'eau. Et quand j'ai vu ça, bah, c'est de toute façon à ces vitesses-là, tu peux plus vraiment freiner. Enfin, tu vois, enfin, si tu freines, mais tu peux pas plus changer de trajectoire. Donc je me suis dit, Inch'Allah, Machallah, Tarabakallah, on va y aller et puis adviendra que pourra. Et puis bah, et en fait, on a été projeté un petit peu de l'autre côté de la route en sortie de virage et j'ai juste la roue arrière droite qui a touché l'herbe, mouillée. La voiture est partie en tête à queue et puis dans le virage d'après, au lieu de prendre le virage, bah, j'ai pris un mur à plus de 120 km/h. Donc, au niveau G négatif, c'est 120 à 0 en 60 cm. Ouais. Voilà. Déjà, c'est le genre d'accident, en général, tu sors pas d'indemne physiquement. Alors, tu vas nous donner les détails sur ce qui t'est arrivé, mais j'imagine Alors, j'ai eu de la que. chance parce que j'ai eu qu'une hémorragie cérébrale, les poumons explosés, la cage thoracique enfoncée. Hmm, Et voilà, donc je parle de chance parce que quelque part, en fait, tout s'est réparé. hmm. Tu vois, j'ai C'est-à-dire eu que tu n'as eu aucune séquelle a c'est ça. posteriori suite à cet accident. C'est exactement ça. J'ai aucune séquelle. Donc, ça m'a mis quand même un an pour Hmm, déjà sortir de l'hôpital, la rééducation, tout ça. Parce que, oui. en fait, ce qui est très embêtant avec les hémorragies cérébrales, c'est que ça, ça pose des problèmes ensuite sur des niveaux vraiment simples. Par exemple, mon directeur d'écurie est venu dans ma chambre et j'ai dit, écoute, il faut qu'on prépare la prochaine course, enfin bref. Et il m'a dit, si tu arrives à sortir de ton lit, à faire le tour de ton lit, je prépare la voiture. Et j'ai jamais réussi à faire le tour de mon lit parce que je n'avais plus marché. J'ai dû réapprendre à marcher, tu vois. Donc c'est assez. Tu devais flipper sur le fait de est-ce que tu vas réussir à marcher un jour en plus? Non, parce que j'étais vraiment, j'étais pas, enfin, j'avais pas encore la lumière à tous les étages, tu vois. Ouais. Donc vraiment, tu as une vision qui est très court terme, qui est sur le moment, et tu n'arrives pas encore vraiment à dire plus tard, hier. Enfin, toi, tu n'arrives plus à jongler vraiment avec tout ça. Tu es vraiment un peu comme un enfant qui débarque, quoi. Tu vois, il y a ici et maintenant, et le reste, tu spécules plus beaucoup, quoi. Puis petit à petit, ça revient, quoi. Et puis alors, justement, après, au moment où je suis revenu, c'est poser la question, on fait quoi maintenant? Grande question. Parce que j'étais retourné entre-temps, pendant une reconnaissance de rallye, j'avais pris la place du copilote, si tu, enfin, du copilote Oui. de l'ouvreur. Hmm. Mon cerveau, il voulait plus, quoi. Je veux dire, je voyais que les arbres, enfin, je veux dire, j'avais une sorte il y avait un trauma ou je sais pas quoi, tu vois, qui faisait que mon système nerveux, il est là, non, 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 ça, c'est fini, ça, c'est fini. Donc bon, je me suis dit, OK, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis c'est là que justement c'est là qu'intervient la résilience, c'est-à-dire que toutes ces forces qui viennent te contraindre, ces drames, ces traumatismes. En plus, mon copilote est décédé, tu vois, dans l'accident. Ah oui. Et Hmm. puis ses parents ont porté plainte contre moi pour homicide. Enfin bref, là, c'était voilà, Ouais. Ça a pris plein la gueule, quoi. c'était ça, c'est un peu ça. Ouais. Mais tout ça, finalement, te stresse énormément et génère énormément d'énergie. Parce que le stress, c'est avant tout de l'énergie, toi. C'est de l'adrénaline. C'est 80% d'adrénaline. Je veux dire, c'est un truc, tu es là. Ouh, 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 ouh. Et puis, du coup, ça te pousse aussi dans tes retranchements, ça te pousse dans ce que tu veux pas voir, ça t'oblige à aller dans des zones qui sont inconfortables. Enfin, tu vois, parce que ton cerveau, il est en mode solution. Il faut qu'on trouve une issue, il faut qu'on trouve une solution. Il faut, toi, parce qu'il n'aime pas stresser. Donc, il est là, oh, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, tu vois? Et puis, bon, comme moi, j'étais justement abandonné, etc., orphelin, petit à petit, ça s'est imposé un peu comme une évidence, tu vois. Je me suis dit, bah, comme je sais pas
quoi faire, quoi en faire, bah, je vais reprendre les choses un peu au départ et je vais aller aider des orphelins des rues quelque part dans le monde. Puis j'ai trouvé l'Amérique du Sud et puis je suis parti aider des orphelins des rues. Bah, ça t'est venu comment, justement, quand t'es passé de l'accident à tiens, je vais aller aider des orphelins. Ça a été quoi le chemin mental qui t'a Bah, amené si à... tu veux, c'est le reset en fait. C'est que tu dis, OK, tu dis alors quoi faire maintenant? Donc très vite arrive qui je suis, Ouais, qu'est-ce que j'aime, à quoi je sers, qu'est-ce que je fous là, tu vois, mhm. des trucs comme ça. Et puis t'en sais rien. Parce que Ouais. quand tu as été pilote de course, c'est pas facile de se recycler, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, au Oui, niveau. parce que du coup, c'était, enfin, tu ne pouvais plus ou tu n'avais même plus envie de redevenir pilote ou de Ah non, faire non, quoi que ce soit mon qu'il y a à système voir dans ce nerveux, domaine. mon système nerveux, il voulait Ouais. pas, quoi. Donc en C'était fait, il juste a pas fallu te possible. réinventer et c'est là où tu as fait face à un grand vide et tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est ça, qui je suis en fait, tu vois. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, enfin des trucs de base, tu vois. Ouais, À la limite, on se pose même pas forcément parce que avant les choses s'enchaînent comme ça, un peu malgré toi, tu vois. Puis tu deviens ci, tout ça, puis tu t'es pas vraiment forcément posé les vraies questions, tu vois. Mais ouais, là, alors là, j'ai pas tellement eu le choix, donc boum, fallait, enfin, je me suis posé les questions essentielles, donc, vraiment, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, tu sais. ouais. Et puis c'est là, je me suis dit, en fait, qui je suis, ben, j'en sais rien, et voilà, donc j'ai dit, c'était presque logique de reprendre au début, tu vois. Et puis donc orphelin et tout, donc je sais pas, c'est venu comme une évidence, tu vois. Je me suis dit, pour me retrouver, il faut que j'aille aider des orphelins. C'est Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste, bon, qui est malheureusement mort maintenant, mais qui m'avait dit une fois j'avais fait une retraite chez lui là, et il m'avait dit, je crois parce que enfin bref, et il m'avait dit, écoute, si tu as besoin d'aide, commence par aller aider quelqu'un. Et c'était pas mal parce que ce jour-là, ça m'est revenu, tu vois. Je me suis dit, ah bah tiens, bah, si j'ai besoin d'aide et que je n'arrive pas à m'auto-aider, tu vois, je n'arrive pas à m'aider moi-même, qui est-ce que je pourrais aller aider? Bah, du coup, je me suis dit, je vais aller aider des gamins qui me ressemblent. Et en aidant ces personnes-là, justement, c'est ensuite qu'est arrivé d'autres idées sur ce que Bah, tu... tout est enchaîné, si tu veux. Après, voilà, après j'ai dû quitter l'Amérique du Sud au bout d'un peu plus d'un an parce que c'est un peu compliqué là-bas, hein. Ouais, Surtout quand tu es dans les rues, tu vois, enfin bref. Donc, je suis rentré en Europe. Et puis là, j'ai commencé, j'ai monté un programme justement pour les adolescents en rupture. Tu vois, et puis j'ai monté ça, puis du coup, j'ai commencé à étudier les neurosciences en même temps pour justement être beaucoup plus adéquat, tu vois, beaucoup plus efficace. Et puis là, du coup, j'ai rencontré leurs parents, et puis les parents, quand j'ai commencé à coacher un peu les parents, tu vois. Et puis après, les adultes, enfin, tu vois, puis c'est comme ça que ça s'est enchaîné. ouais. Puis avec les années et tout, de nouveau, tu suis le fil, tu suis la route, ce qui devient évident, tu vois, les choses qui viennent à toi d'un peu d'elles-mêmes, parce que tu les appelles ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'avais envie de créer des effets de levier, tu vois. J'avais envie, je me dis, mais là, j'aide pas. Toi, en une semaine, tu es limité, tu peux pas. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des conférences, des séminaires, il faut que je forme des gens. Puis j'ai commencé justement à faire des séminaires. Et puis maintenant, la création d'une culture de résilience en entreprise, tu vois, c'est ce que je fais maintenant. Justement pour apprendre aux entreprises à former leurs collègues, leurs équipes à la résilience. Du genre, une crise, quelle chance, tu vois. Et j'ai même envie de dire 100% des entreprises connaîtront des crises et souvent, tu sais, je pense que tu as souvent la question, toi aussi en tant qu'entrepreneur, souvent on me demande, voilà, comment faire pour pouvoir aller chercher la croissance, aller chercher ci ou ça. Et souvent, j'explique à mes clients entrepreneurs, le but du jeu, c'est pas forcément d'avoir une croissance à trois chiffres. Déjà, le but du jeu, c'est de survivre. Parce que la majorité des entreprises, dans les premières années de leur création, meurent. Elles meurent parce qu'il y a un meilleur concurrent, parce qu'il y a un meilleur produit, parce qu'elles savent pas s'adapter au nouveau monde. On l'a vu avec le Covid, par exemple, avec les crises ces derniers temps. Alors concrètement, est-ce que tu peux donner des exemples parce que la résilience, c'est surtout un état d'esprit finalement, au-delà de dire Absolument. méthode, étape 1, étape 2, c'est surtout un état d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet état d'esprit? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est résiliente et survivra et continuera de croître alors qu'une autre n'y arrivera pas? Quelle est la différence entre les deux? Donc l'état d'esprit, déjà à la base, c'est vraiment de comprendre que le stress, il nous a été donné par la nature pour nous aider. C'est Hmm. un outil, c'est une ressource, tu vois. Ça nous donne de l'énergie en plus pour dépasser les obstacles. Donc c'est vraiment bête de le prendre comme comme un ennemi, tu vois.
Hmm. C'est comme tu as le surfeur et qu'il a et qu'il y a la vague qui arrive et qui dit, oh mince, 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 je vais me faire laminer, etc. C'est dommage. Ouais. Mieux vaut. Alors, il y a quelques outils à avoir. Moi, j'ai isolé 4 outils de base, si tu veux, pour pouvoir justement surfer cette vague et te prendre des tubes. Parce que quand il y a des grosses vagues, quand il y a des grosses crises, quand il y a des gros stress, bah, attends, tu as des super tubes. Et des Warren Buffett et autres, ils te disent que tout leur succès vient des moments de crise parce qu'ils ont su justement rebondir dans la crise. Ils ont su trouver les opportunités qu'il y avait quand la merde se transforme en engrais, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Parce que tu peux semer autant de pétales de rose sur un champ que tu veux, c'est génial, mais il n'y a pas grand-chose qui va pousser, tu vois. Est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise ou d'une activité sur laquelle tu es intervenu et où tu as Ouais, justement appliqué cette méthode de résilience? ben là, si tu veux, en coaching, j'ai eu un directeur d'entreprise d'une grosse, grosse boîte, quand même, présente dans plusieurs pays. Et parce qu'il y avait une sorte de mouvement à la direction, c'est-à-dire que les parents étaient en train de prendre leur retraite, et puis les enfants prenaient la. Enfin, toi, il y avait une sorte de transfert des pouvoirs. Hmm. Et puis, il y a un financier, enfin, je sais pas comment, tu vois, qui en a profité, puis qui a fait des énormes détournements de fonds, quoi. C'est le genre des millions qu'il a réussi Ouais. à détourner des radars. Et puis, c'est une directrice d'ailleurs qui est venue me voir en me disant, écoutez, voilà ce qui m'arrive. Enfin, elle était complètement perdue, elle savait plus. Et puis l'idée, ça a été vraiment de lui redonner son pouvoir. De dire, OK, voilà, il t'arrive plein de trucs. D'abord, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais en faire? Et de quoi tu aurais besoin pour y arriver? Et quand dans ta vie est-ce que tu as déjà réussi à faire ça? Etc., etc. Et on reconstruit comme ça un état d'esprit de résilience où justement elle se dit, OK, c'est génial, on change, tu vois, le mindset, on change tout ça pour que l'obstacle devienne un tremplin. Et pour aller encore plus loin que s'il n'y avait pas eu de problème. Toi. Parce qu'il n'y a pas eu de problème, les choses auraient continué comme ça. Tandis que là, maintenant, elle a repris, elle est devenue directrice toute seule de la boîte. Elle a vraiment pris le pouvoir. En plus, ce qui est génial avec la résilience, c'est qu'après, tu règles des trucs dans les autres domaines. Il n'y a plus que le domaine professionnel, tu vois. Dans ta vie familiale, sentimentale, sociale, c'est la même chose parce que tu as, le bon état d'esprit et tu as les outils. Donc, les choses s'alignent partout, tu vois. C'est ça qui est génial. Donc, maintenant, elle a repris, elle a réorganisé, elle a remonté ses équipes et puis maintenant, elle a un nouveau bureau parce que j'ai reçu, elle avait un bureau, mais qui devait faire 6 mètres carrés, tu vois. Parce qu'il y a quand même. Parce qu'il y avait des trucs familiales, tu sais, tu as toujours un historique comme ça qui te prend un peu en otage. Donc, il y a des trucs d'enfance, je sais pas, enfin, tu vois, il y a plein de trucs, Ouais. des mauvaises croyances, enfin, plein de choses comme ça. Et donc, résilier, c'est transformer tout ça et l'utiliser pour justement les remplacer par quelque chose de vraiment ressourçant, tu vois, de vraiment, vraiment, vraiment en faire des tremplins. Ah, tu Donc peux là, créer d'énormes valeurs ajoutées grâce au problème. C'est-à-dire là de faire un tremplin, c'est tu peux créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Tiens, il y a un exemple qui me vient. Je t'en donne un. C'était il y a quelques années. Donc, tu sais, je gère plusieurs activités. Il y en a une qui est dans la séduction qui s'appelle Dragueur de Paris. Et à l'époque, donc c'était il y a, je crois, que c'était il y a 3 ans. J'avais eu un client un peu spécial en coaching. Donc, on proposait voilà, des services relooking, photos, etc. pour les sites de rencontres et pour Instagram. Et on avait ce client qui était patron d'une grande entreprise dans le BTP, tu vois, donc un mec qui pèse, quoi, finalement. Et donc, il nous contacte et il rentre dans notre programme de coaching, etc. Et en fait, on a eu un gros problème durant la phase de photo. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un client, donc une séance photo traditionnellement, tu sais, ça se passe dans les rues. Donc là, c'était dans les rues de Paris. C'est pour justement que le résultat soit le plus naturel possible. Et ce client-là, on a eu un problème qu'on n'avait jamais eu avant, c'est-à-dire qu'il refusait catégoriquement de se changer dans les rues de Paris, de changer de vêtements pour des questions de pudisme, etc. Et il exigeait qu'on privatise un lieu. Il dit, bah non, j'exige que vous privatisiez un lieu. Et on avait beau lui expliquer que bah non, que c'est pas prévu dans la prestation et que, enfin, juste c'est pas prévu, quoi. Je lui dis, bah on peut pas accéder à ta demande. Bah là, on a fait face à un problème. Il dit, merde, on a un client insatisfait, on a un client qui demande remboursement, etc. Parce que du coup, il considère que c'est pas ce qui était prévu. Et il compare notre prestation par rapport à ce qu'il avait fait chez d'autres photographies pour son milieu. Et donc, on a réfléchi à cet incident-là. Effectivement, la première approche, c'était de dire, OK, bon, on va accéder à cette demande, etc.
Mais à l'époque, avec l'équipe, je voulais qu'on aille beaucoup plus loin dans la réflexion. Et en fait, à la fin, on a abouti à la création d'un tout nouveau service qui a cartonné. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un service où en fait, on privatise une villa pendant une journée entière, dans lequel on a plusieurs clients qui sont là toute la journée. Les mecs peuvent se changer sans aucun problème parce qu'il y a plein de pièces dans la villa. Et en gros, on passe la journée à prendre des photos dans tous les sens, à droite, à gauche, avec le plus d'angles possible, le plus de vêtements possible, la plus grande variété d'environnements possible. Et à la fin, en fait, on a créé un service qui est meilleur que le précédent parce qu'on a une plus grande diversité de photos, on a une plus forte valeur ajoutée. Et en plus de ça, dernier effet qui se coule, on a un service qui est quasiment introuvable chez la concurrence. Parce que si tu veux, des photographes, bon, il y en a des milliers en France, c'est pas le problème. Par contre, des photographes qui créent ce type de journée, il y en a quasiment pas, tu vois. Et on a créé un service du coup unique, valorisé par le client, avec lequel en plus on fait plus de BE, puisque du coup on peut le valoriser davantage. Et voilà comment, à partir d'un incident, bah, en fait, on a créé de la valeur ajoutée, on a créé un nouveau service qui n'existait pas avant et qui n'aurait peut-être jamais existé s'il n'y avait pas eu ce client-là. Exactement. Et si vous n'aviez pas su rebondir? Pardon? Et si vous n'aviez pas su rebondir? Oui, ou même si Parce on qu'il y en a, s'était ils dit, peuvent très bien pas prendre la balle au rebond. Tu vois. Ils peuvent se dire, oh là là, ça craint, le monde est méchant, je sais pas quoi. c'est ça. Et ça, ouais, bah, c'est un exemple de résilience, effectivement. Et c'est vrai, bon, des anecdotes, je peux en citer des dizaines, mais c'est vrai que ça change la vie, ça fait la différence entre une entreprise qui stagne, voire qui régresse, et une entreprise qui croît. Et je pense que depuis le Covid, tu as dû aussi avoir beaucoup de consultations avec divers clients, parce que le Covid, il a Ça a mis à jour plein de tellement choses. changé. Non. Pardon? Je dis ça, le Covid a mis à jour plein de choses qui étaient un peu latentes, Ouais. un peu sous le tapis. Et là, ça fait un peu ressortir. Donc, effectivement, il y a eu. Mais tu vois, ce que tu disais, ça me parle beaucoup parce que moi, quand justement j'ai voulu créer cette méthode, la première chose que je me suis dit, je dis, écoute, en fait, les champions de la résilience, en fait, comment ils font? Et j'ai modélisé toutes sortes de champions de la résilience, tu vois, en me disant, je vais essayer de trouver les points communs, tu vois, les ressources, les trucs, qu'est-ce qu'ils font en commun qui leur permettent de résilier. Donc, ça peut être n'importe qui, Federer, Mandela, enfin, tous les résilients, si tu veux, qui ont su. Et en fait, je suis arrivé à justement 4 outils de base, enfin, j'en ai fait des outils, si tu veux, qui sont vraiment les 4 principes qui vont te permettre à ton cerveau de résilier, tu vois. Et donc, au début, tu as l'attitude. D'abord, quelle est ton attitude, tu vois? Parce que ça, c'est ce qui va programmer ton reptilien à aller vers plutôt que de s'éloigner d'eux, parce que lui, il est un peu binaire, tu vois? C'est je m'éloigne des menaces et je vais vers les promesses. Donc, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, un obstacle, l'adversité, tout ce que tu veux, tu dis, OK, ça, j'en veux pas, d'accord? Qu'est-ce que je veux à la place? Hmm. Et tu adoptes l'attitude, si tu veux, nécessaire pour aller vers ce que tu veux à la place. Tu vois. Après, tu as, la même chose avec le focus. Ok, sur quoi est-ce que je vais me focaliser qui va me permettre d'atteindre là-dessus? Parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais si tu te laisses prendre par ton reptilien qui est sous menace, du coup, tu vois que les inconvénients, les limites, les obstacles. Hmm. Donc là, il faut une ressource pour habituer ton cerveau à se dire non, 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 attends, attends, attends. On va regarder les opportunités, on va regarder les avantages, les bénéfices. Tu vois, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui nous sert? Puis après, tu as le discours, parce que notre cerveau nous croit, tu vois. Il pense pas qu'on puisse lui mentir, le pauvre. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de ne pas avoir des croyances ou des discours qui soient négatifs, tu vois, qui te coulent, genre ouais, je peux pas, j'arrive pas, ou c'est pas bien, ou ça craint, ou enfin, tu vois, mais d'habituer ton cerveau à avoir un discours ressource en disant, ok, quels sont les avantages, tu vois, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que toi, vraiment avoir toujours un discours positif. Puis le dernier, c'est les habitudes, parce que justement, comme sous stress, face à l'adversité, c'est tes habitudes qui prennent le dessus, bah, l'idée, c'était de reprogrammer des nouvelles habitudes. Donc, le dernier protocole, c'est vraiment les routines, où justement, tu vas mettre en place les routines de la personne que tu as envie de devenir, que tu as envie d'être. D'accord, c'est-à-dire en gros, tu te focalises sur ce que tu veux être, tu réfléchis aux routines de cette personne-là, et en gros, c'est un shift mental à faire pour te dire voilà où je veux aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller dans cette direction-là, quel comportement je dois avoir, quelle routine je dois avoir, et te focaliser sur ça plutôt que te focaliser sur, bah, comme tu as dit tout à l'heure, ce qui ne va pas, les problèmes. Ouais, tu te dis, oh là là, là là, tu vois. Mais dans ton métier, d'ailleurs, c'est excellent parce que
moi, je me rappelle quand on disait, OK, qui est-ce que je veux séduire? Tu vois, comment elle est la femme que je veux séduire? Hmm. Et puis tu te dis, OK, cette personne, par qui est-ce qu'elle est attirée? Par quel type d'homme est-ce qu'elle serait attirée, tu vois? Oui. Puis tu te dis, OK, un homme comme ci, comme ci, comme ça, bon, ben voilà, t'as qu'à t'entraîner. Deviens cette personne-là, tu vois. Bah, j'ai envie de te dire, tu sais, ça fait, tu vois ce que c'est, je pense, la loi de l'attraction, parce que c'est un Ah petit bah peu oui. lié, finalement. Bah, c'est aussi ce qui explique ce que tu viens de dire. Pourquoi, par exemple, il y a des personnes qui tombent systématiquement sur des mauvais partenaires. Je l'entends beaucoup chez les femmes, c'est d'ailleurs plus chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire des femmes qui vont tout le temps te dire, ouais, je tombe que sur des connards, je tombe que sur des mecs infidèles, des playboys, des machins, etc. Et la nana comprend sincèrement pas parce que c'est pas ce qu'elle veut, tu vois. Mais quand tu lui poses des questions, tu vas dans le détail, tu dis OK, concrètement, comment tu t'y prends, etc. Et en fait, c'est des détails, mais la personne se focalise sur ce qu'elle ne veut pas et du coup, elle attire ce qu'elle ne veut pas parce que la loi de l'attraction ne comprend pas la négation. C'est comme si je te disais, ouais, Ne m'imagine pas habillé en clown. voilà, c'est ça. Ne regarde pas le point rouge qu'il y a sur le mur. Bah, qu'est-ce que tu regardes le point rouge? Voilà. Parce que le cerveau est incapable de comprendre la négation. Et c'est pour Ouais, ça qu'il y a des personnes qui récoltent que des merdes dans leur vie, parce qu'en fait, elles se concentrent sur ça. Alors qu'en fait, si tu te concentres sur les bonnes choses, là, tu as un shift qui se fait parce que tu exploites la loi de l'attraction. exactement. C'est tout le concept du focus, justement, savoir se focaliser sur ce qui va servir tes intentions et Alors, pas te comment faire tu t'y prendre prends? en otage par ce que tu redoutes. Comment tu t'y prends justement quand tu as du mal? C'est-à-dire, tu dis, OK, James, j'ai compris, il faut se focaliser sur les bonnes choses, etc. Et je passe cinq Alors, minutes après, tu as une merde qui te tombe dessus et là, tout de suite, tu as le réflexe, oh putain, fais chier, machin. Comment tu fais pour garder ce focus malgré les emmerdes qui tombent dessus toute la journée, les mauvaises nouvelles, etc. Surtout en ce moment, parce que des mauvaises nouvelles, il y en a plein. Comment tu fais pour garder justement ce focus? Est-ce que tu auras des conseils à donner? ben là, c'est une routine, parce que c'est justement là que les routines et les habitudes deviennent importantes, parce que c'est quand les problèmes arrivent, ton cerveau reptilien, il prend le dessus et tout fonctionne en réflexe, en habitude, en automatisme, tu vois. Hmm. Et c'est là que tu as envie, c'est là que tu envie de pouvoir te dire, OK, enfin, c'est là que tu as envie de ne pas avoir besoin de réfléchir et de faire un plan et un PowerPoint et un truc, ah oui, alors ça, ce serait bien. Non, non, tu as envie que bam, 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 ça sorte automatiquement, tu vois. Et là, c'est des routines. Donc, moi, j'ai plusieurs routines que j'ai mises en place et puis pratiquer, 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 tu vois. Parce que sans répétition, il n'y a pas d'habitude. Et donc, la première chose que je fais, si tu veux, d'abord, je fais une sorte de. Je me ramène vraiment à l'instant pour pas commencer à partir dans, oh mon Dieu, je sais pas quoi. Donc, d'abord, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe de façon objective, tu vois? Hmm. Qu'est-ce que tout le monde pourrait voir? OK, bah, il y a tel problème, telle adversité, telle crise, tel je sais pas quoi. Après, je dis, OK, qu'est-ce que ça me fait? Tu vois? Enfin, d'abord, je me dis, qu'est-ce que j'en pense? Ah, Hmm. bah, tiens, voilà. Après, là, je mets à jour mes croyances, tu vois? C'est vraiment une histoire de mettre sur la table pour ensuite pouvoir transformer les choses de façon efficace. Tu vois? Pas avoir des trucs qui traînent dans l'ombre et puis qui te prennent en otage sans que tu t'en rendes compte, qui t'influencent sans que tu vois? Donc, c'est bon, OK, qu'est-ce que je pense de ça? Ensuite, qu'est-ce que ça me fait? OK? Et ensuite, et comment je sais que je me sens comme ça, tu vois? Et là, on redescend dans la sensation. Ah, c'est dans la nuque, je sais pas, c'est dans le ventre, je sais pas quoi. Et puis là, j'observe. J'observe, et puis justement, je ne repars pas dans des croyances, des machins qui verrouilleraient le tout, tu vois, mais j'observe, et jusqu'à ce que tu réalises que quand tu observes, ton corps se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de menace réelle tout de Hmm. suite, et du coup, ça commence à recirculer, tu vois. Et les choses, les tensions, les trucs commencent à passer. Et là, tu dis, OK, maintenant, quand le calme est revenu, quand justement il y a cette espèce de mauvais stress, parce que toi, il y a un bon stress et un mauvais stress. Donc, quand le mauvais stress, un petit peu tétanisant, a commencé à recirculer, Alors, C'est tu dis, c'est OK, quoi pour toi la différence entre un bon stress et un mauvais stress? alors, le bon stress, en fait, si tu veux, c'est que face au stress, on a trois réflexes qui viennent de l'ère reptilienne, hein, c'était il y a longtemps. Hmm. C'est soit la fuite, qui est la plus écologique, hein, parce que tu mets un maximum de distance entre toi et le danger, soit la confrontation, parce que du coup, tu élimines le danger, ce qui est pas mal aussi. Et si tu veux pas fuir ni ne sais pas comment combattre, tu vois, il y a le troisième réflexe, c'est l'inhibition. Hmm. C'est-à-dire que ton système nerveux, avec de l'acide gamma-aminobutyrique, il va paralyser certaines de tes fonctions en attendant que le danger ait disparu.
Oui, c'est le fameux freeze. C'est le fameux freeze. Ouais. Voilà, exactement. Fly, fight or freeze. Yeah. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers, ils disparaissent pas. Si tu attends, tu fais le mort devant ton arbre et puis tu attends que le ptérodactyle ou le vélociraptor foute le camp, le mec, il s'est installé, tu vois. Hmm. Donc, il part plus. Et là, le problème, c'est qu'à force d'être. Il y a un problème de cellules, si tu veux, c'est comme tes cellules sont bombardées d'adrénaline par le stress. Il y a un moment, comme ton corps est à la fois est paralysé, donc c'est comme si tu es à 12 000 tours dans ta bagnole avec le pied sur les freins, tu vois. Ouais. Il y a un moment, le moteur, il ne va pas aimer, quoi. Et c'est là, justement, c'est ce qui se passe, c'est que ta cellule, comme elle est bombardée d'adrénaline, elle se carapace avec des mitochondries, bref. Et du coup, comme elle se carapace, elle ne reçoit plus le cortisol, parce que le cortisol du stress, en fait, c'est un anti-inflammatoire. Donc, c'est là l'effet pervers, si tu veux, c'est qu'elle commence à s'enflammer parce qu'elle a plus, tu vois, elle a plus d'anti-inflammatoire, donc elle commence à s'enflammer à force, elle monte trop les tours, le moteur il chauffe, et puis bref, tu coules une bielle, tu vois. Hmm. Et c'est comme ça vraiment que après tu as les myriades de différents symptômes selon les physiologies de chacun, tu vois, qui vont apparaître parce que justement ton corps il fonctionne plus bien. Et donc cette inhibition, elle finit par te tétaniser et c'est là que c'est retour de la, tu vois, Hmm. c'est un effet, ça se retourne contre toi en fait. C'est là que le stress se retourne contre toi. Hmm. Donc l'idée, c'est vraiment c'est de trouver des ressources et des stratégies, soit pour fuir, soit pour combattre, pour ne pas tomber dans l'inhibition et dans la tétanisation. Parce que le pire scénario, tout le monde pense que c'est la fuite, mais en fait, c'est même pas la fuite, c'est la tétanisation, C'est le ça. pire Où que tu es tu. là, ton corps, il veut plus bouger parce qu'il se dit, si j'enlève les fusibles ou je sais pas quoi, le temps que le danger soit parti, puis ça ira mieux. Tu vois. Hmm. Euh, le problème, c'est que justement, comme le danger part pas, il n'y a plus de catharsis. Ouais. Et du coup, le stress, il reste, il reste, il reste. Au moment, le corps, il n'en peut plus, quoi. Il est là, il tire la. Enfin, tu vois, il dit non, tiens, là, c'est bon. Il décompense, en fait. Si tu Hmm. vois, en médecine, on dit, tu décompenses. Alors, c'est le bouton, mal de dos, je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a 36 000 symptômes. L'OMS déclare que 80% des symptômes auto-immunes sont dus au stress. 80% quand Ah oui, même. quand même. Hmm. C'est chaud, tu vois. Mais le problème, c'est quand tu vas chez un toubib, il ne sait pas quoi faire parce que comment tu fais pour arrêter de stresser? Tu ne peux pas changer le monde. Donc, dire, ouais, aller vivre au Tibet, ouais, bon, enfin, c'est super, mais enfin bon, c'est pas toujours Ouais. envisageable, tu vois. Donc, les médecins ne parlent pas vraiment état d'esprit, mindset, etc. Donc, ils vont Ah, te. disons que tu as beaucoup, oui, tu en as beaucoup sur le net, il faut ci, il faut ça, Ouais. la méthode Coué, enfin, version élaborée et tout. Mais si ça marchait, ça se saurait, tu vois. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a fait avancer, c'est que moi, j'ai tout essayé, leurs techniques. Mais ça marchait pas. Pourquoi ça Et marchait là, je me pas, suis dit, justement? attends, c'est quoi le BINS? Là, il y a un truc. Là. Puis en plus, moi, je crois vraiment en la vie, donc je pense vraiment que la vie, elle est résiliente, tu vois. Hmm. Moi, je me dis, comment est-ce que je pourrais libérer mes facultés de résilience qui sont déjà dans mes cellules? Et c'est là que j'ai voulu pousser plus loin, dire, OK, alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait justement pour arrêter de stresser, bordel? Eh ben, c'est là que j'ai trouvé ces 4 ressources qui te permettent justement de transformer le stress et de pouvoir soit fuir, hein, soit combattre. Hmm. Soit dire, chouette, je vais utiliser le stress comme ressource, tu vois. Je vais aller avec, je vais surfer la vague du stress et je vais me faire des tubes. C'est quand même mieux. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, imaginons il y a une personne qui regarde cette vidéo qui dit OK, James, j'ai bien compris l'état d'esprit, mais moi, je suis un gros stressé de la vie, je bois 5 cafés par jour, j'ai tout le temps des merdes, machin. Par quoi je commence, concrètement? Bah, par les croyances, hein. C'est-à-dire, Donc, ça va être le discours. C'est le premier levier que je vais lui donner. J'ai dit maintenant, il faut que tu bosses ton discours parce que ton discours, il te coule. Donc, il faut déjà que tu notes toutes tes croyances, gna, 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 et puis que tu les remplaces par une croyance ressourçante. Et puis que tu te mets des routines en place pour avoir un discours qui est propre, un discours qui est impeccable. Tu sais que dans les 4 accords Toltec là, de Ruiz, là, et- il dit ayez un discours impeccable, une parole impeccable. hmm, C'est ça. Ne dis pas des trucs que tu n'as pas envie de croire. Ça, c'est vraiment, c'est comme bouffer des poisons, tu vois. hmm, Ne dis pas ce que tu n'as pas envie de croire. Toi, les 4 outils, c'est ça. C'est un, va là où tu as envie de te retrouver. hmm, 2, regarde ce que tu as envie de voir. 3, dis ce que tu as envie de croire. Et 4, fais ce que tu as envie de savoir faire. hmm. C'est Et pas le, compliqué.
Le regard de ce que tu as envie de voir, je trouve, il est extrêmement puissant parce qu'effectivement, tu as plein d'événements, que ce soit professionnellement ou personnellement, qui t'arrivent et en fait, tu as le choix de le voir du bon côté C'est ça? ou du mauvais côté, tu vois. Tiens, je te prends un exemple très con, par exemple, en séduction, j'ai très souvent le problème où, par exemple, on accompagne des hommes et je sais pas, ils ont un rendez-vous avec une femme. Cette femme-là annule pour une diverse raison. Et les mecs, ils vont se faire un scénario noir. Ils vont dire, ah, elle annule parce que je suis moche. Ah, elle annule parce que je suis nul. Ah, elle annule parce que machin. Et à chaque fois, on doit leur expliquer, oui, peut-être, mais peut-être aussi qu'elle annule parce qu'elle a un vrai impératif qui est indépendant de toi. Peut-être qu'elle annule parce que, je sais pas, elle a des problèmes familiaux, c'est tombé dessus en ce moment. Son Euh, chat s'est fait kidnapper, j'en sais rien. Il y a des bah, milliards de... en fait, il peut y avoir plein de raisons, mais les mecs, souvent, s'auto-culpabilisent parce qu'ils pensent être le centre du monde. Et à chaque fois, je leur explique, les gars, vous n'êtes pas le centre du monde. Une personne peut annuler un rendez-vous avec vous pour une raison indépendante de vous, qui n'a absolument rien à voir avec vous. Mais c'est pas intéressant pour vous de vous auto-culpabiliser. Ça vous apportera rien. Si, par exemple, tu te dis, ouais, ok, elle annule à cause de toi. Ok, et après? C'est qu'est-ce que tu fais de cette croyance, tu vois? Si c'est une croyance qui te tire vers le bas, bah, en fait, ça va rien t'apporter. Par contre, tu peux aussi transformer en croyance positive en disant, ah, bah, l'annuler. Bah, cool. Bah, à la place, je vais appeler un pote que j'ai pas vu depuis un moment et puis on va aller dîner ensemble. Ou tiens, j'ai appelé ma mère, ça fait un mois que je l'ai pas appelé. Ou tiens, j'en profitais pour avancer sur un projet professionnel que je développe à côté. Donc, en fait, t'en tires systématiquement quelque chose, quoi. Et il y a encore mieux, moi, c'est vraiment un truc, parce qu'au début, moi, j'avais, justement, de par mon histoire, tout ce qui est échec, rejet, j'avais vraiment de la peine. Et jusqu'à ce que je découvre, en fait, la mithridatisation. Alors, la mithridatisation, ça vient du roi Mithridate, qui était un des seuls, enfin, un des seuls rois à tenir tête à l'Empire romain, ce qui était quand même courageux à l'époque, hein. Ouais. Et en fait, tout le monde voulait l'assassiner, tu vois. Et évidemment, à l'époque, on assassinait beaucoup au poison. Et en fait, pour ne pas se faire empoisonner, tous les soirs, il consommait des microdoses de poison pour s'immuniser. En Ah, fait, quand tu te prends un échec, quand tu te prends un rejet, quand tu te prends une humiliation, un abandon, tout ce que tu veux, moi maintenant j'ai le réflexe, je me dis, chouette, de la mithridatisation, ça va m'immuniser encore plus contre ce genre de truc. Et du oui. coup, plus j'en ai, moins ça me pose un problème, tu vois. Moins ça me coule, moins ça me stresse. Donc maintenant, chaque fois que j'ai un échec ou un rejet ou comme ça, je me dis, chouette, ça va me rendre encore plus fort et imperméable à ce genre de petites, tu vois, contrariété. Oui, c'est ça. Tu t'y habitues, à la fin, ça te fait plus rien, quoi. C'est là, ouais, ouais, détail. Enfin, tu vois, next, quoi. Je veux dire, chacun son histoire, c'est pas mon histoire. Donc voilà, enfin, je perds plus ni d'énergie ni de temps à, tu vois, me prendre la tête. Parce que le discours, il est aussi dans la tête, tu vois. Parce Oui. qu'on en a un du blabla dans la tête qui fait du bruit pour rien, quoi. On en a beaucoup, effectivement. Et souvent, et surtout en France, d'ailleurs, surtout dans un sens négatif. Bah Euh, ouais, c'est ça. Le français, il aime bien critiquer, se plaindre. Tu sais, pendant longtemps, ça, je le voyais pas. C'est quand j'ai commencé à voyager que je m'en suis rendu compte. Là, par exemple, ça fait un an que je vis en Pologne, où je suis amené à rencontrer beaucoup d'étrangers américains, etc. Et putain, il y a un gap hein, entre les Français et les Américains, ça m'a toujours surpris. Les mecs sont toujours dans une optique, ouais, on va bâtir des trucs, on va construire, on va chercher ci, on va chercher ça, beaucoup plus que les Français. Il y a vraiment un net écart en termes d'état d'esprit. Et du coup, tu comprends pourquoi aux US, c'est la première puissance mondiale. En fait, déjà, ça démarre par l'état d'esprit, qui, à mon avis, joue Bah beaucoup. déjà, puis cet état d'esprit, il vient que c'est quand même des mecs qui ont traversé l'océan pour aller conquérir une nouvelle terre. Bah ouais. Déjà, là, c'est bien parti, tu vois. Du genre, entrepreneur, c'est bon. Je veux dire, c'est dans les gènes, quoi. Ah, mais c'est vraiment des. Je sais pas, je prends un exemple très simple. Par exemple, pour mon activité de séduction, j'avais rencontré des Américains qui faisaient ça aussi à Varsovie. Le premier réflexe des mecs, c'est de se dire, ah, bah, on fait un podcast ensemble. Et Ouais, c'est ça. Opportunité. alors qu'en France, j'ai déjà essayé, j'ai déjà proposé à d'autres partenaires, c'est niet pour tout le monde. En fait, les mecs, et pas qu'avec moi, avec tout le monde, hein, les mecs, en fait, ne communiquent pas entre eux parce que chacun veut s'accaparer son territoire, tu vois. Et moi, ça me fait halluciner parce que je dis, mais putain, mais c'est quoi cet état d'esprit de merde, quoi? En fait, c'est un état d'esprit négatif.
Surtout que ça sert à rien parce qu'en général, un client qui est chez le partenaire A, il est aussi chez le partenaire B, le partenaire C, parce que les gens suivent toujours plusieurs personnes à la fois, tu vois. Donc c'est débile. Et les Américains, ils ont compris ça. Et ils sont en mode, ouais, on va faire des interviews et tout part de la croyance, tu vois. Tu shifts d'une croyance négative, je veux garder mon cercle de clients pour moi, à une croyance type, bah, je vais réseauter, je vais discuter avec des mecs à droite à gauche, et ça crée un effet de synergie qui est bénéfique à tout le monde, en fait. Ouais. On est plus fort à plusieurs que tout seul, hein. Il n'y a pas de miracle. Ah, complètement. Bah, de toute façon, c'est simple. Les mecs que je vois qui restent tout seuls, enfin, ils atteignent un plafond de verre relativement rapidement et ils vont pas plus loin. Mm. Et Non, c'est pas drôle, parce que si tu n'as personne avec qui échanger, partager, bah, c'est pas drôle. c'est Là, ça. avec ton petit machin, là et tout. Non, T'as un exemple qui me vient en tête. Alors, je sais plus si ça vient de ton livre ou pas, mais je me rappelle de cet exemple-là. C'est à propos des croyances. C'est, par exemple, l'exemple, c'était, tu dois aller faire un voyage avec des amis, je sais pas, à un pays à l'étranger. Manque de peau, tu te casses la jambe la veille de partir. Sur le coup, tu dis merde, pas de chance. Du coup, bon, ta bande de potes part sans toi en vacances et tu dis je suis vraiment pas verni, j'ai vraiment pas de chance. Sauf que, bah, imaginons, l'avion décolle, accident d'avion, tout le monde meurt. Et ce qui était au départ de la malchance est finalement de la chance a posteriori. Je sais plus, c'est que j'ai vu cet exemple-là, mais Alors, en moi, gros, je là, donne l'exemple, dans mon livre, je donne l'exemple d'un truc qui s'est passé au Mexique avec, tu sais, la ouais, famille qui a un cheval. ouais, Puis ça commence, donc il a un cheval, et puis ce cheval meurt, donc les gens, les villageois sont là, ah, t'as pas de chance, t'as pas de chance. Puis le mec, il dit, chance, malchance, on verra. Et puis du coup, finalement, il trouve son fils ramène une jument, et puis chance, malchance. Puis le fils, en essayant de dresser le cheval, il se casse les jambes, donc chance, malchance, on verra. Et puis là, il y a le pays qui rentre en guerre, donc l'armée vient chercher les trucs, mais du coup, ils prennent pas son fils parce qu'il a les deux jambes ouais. cassées. Chance, malchance, ah, on verra pas. Donc, tu vois, toujours, il y a toujours les deux, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et le truc, c'est que tu vas te focaliser sur quoi, quoi? Parce qu'il y Hmm. a toujours les deux. L'autre qui se casse la jambe, là, et tout, ces deux frères, tu sais, les deux, ils ont un accident. Et puis, tu en as un qui lui dit, ah, bah, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, tiens, je vais pouvoir lire des livres que j'avais jamais lus, je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir parler aux gens, je vais pouvoir prendre mon temps. Enfin, tu vois, il va tous les avantages, les opportunités qu'il trouve. Et son frère est là, ouais, non, ça craint, je peux pas faire ça, je peux plus faire ça, je peux pas aller au sport, je peux pas ci, je peux pas ça. Hmm. Ils se retrouvent dans la salle d'attente chez le médecin ensemble, tu vois, au bout de 6 mois, là. Et puis, il y a une super jolie femme qui rentre. Et puis, la question, c'est à ton avis, qui la verra et qui va discuter avec elle et qui, tu vois, la verra même pas, quoi. Ouais, Parce qu'il a un état d'esprit de merde. oui. Donc, c'est Et vraiment ça, c'est les choses, en fait, c'est vraiment ça, c'est quand tu as le bon état d'esprit, c'est pas que tu attires les choses, mais les choses sont attirées par toi, hmm. tu vois. Je sais pas, tu vois la nuance que je fais. Oui, oui, c'est aussi, tu as cette capacité de transformer tout en quelque chose en opportunité, Ouais. finalement. Et puis du coup, ça attire, ça donne envie. Ouais. Séduction, ça vient du latin seducere, qui veut dire attirer à soi, Oui, guider à soi exactement. Donc oui, c'est ça. Tu deviens toi-même une opportunité en fait. c'est ça. Tu vois, tu deviens une opportunité. Et les gens disent ah ouais, moi j'ai envie de connaître cette personne parce que putain, elle a l'air, elle m'inspire, tu vois. Ouais. Bah, t'as l'exemple classique en séduction, c'est par exemple quand tu vas aller aborder une nana dans la rue ou en soirée, tu vois. 95% des mecs sont tétanisés parce qu'ils se disent non, mais ça marchera pas, elle tire la tronche, elle va me rejeter, elle va ceci, elle va cela, tu vois. Et en fait, quand ils y vont, bah, souvent ils se rendent compte que ça se passe mieux que ce qu'ils pensaient. Et même, tu fais un chiffre d'état d'esprit, tu dis ouais, je vais aller, peut-être je vais me faire rejeter, peut-être machin. Mais je vais apprendre des trucs. Et au moins, j'aurai la réponse si ça passera ou pas, tu vois. Et tout part de l'état d'esprit. Tout part de ça. Ouais. Tu as un état d'esprit défaitiste où tu dis non, mais ça passera jamais et du coup, c'est déjà mort. Ou un autre état d'esprit où tu dis bah tiens, je te donne un autre exemple d'ailleurs en termes de rencontres. Ça date de décembre. Un moment, donc j'étais sur les applications de rencontres. J'étais à Varsovie, donc en Pologne, et je match avec une nana, on discute. Et en fait, je me rends compte qu'elle était de passage à Varsovie, mais elle est déjà partie. Et en fait, elle vit à Berlin. Donc, elle habite à Berlin. Donc, c'est pas à côté, tu vois.
Et là, j'ai le choix. Je peux dire, choix numéro un, ah, Berlin, c'est mort, c'est trop loin, on se verra jamais, c'est mort. Choix numéro 2, ah bah tiens, je me ferais bien des petites vacances à Berlin, ça peut être sympa. Opportunité. Opportunité. Et en plus de ça, Berlin, j'étais jamais allé à l'époque, donc je m'étais dit, bah tiens, ça peut être intéressant. Et du coup, bah, on a discuté ensemble, et puis en fait, on s'est vu 2 semaines après. Donc j'ai pris le train, je suis allé à Berlin, j'ai passé 5 jours là-bas, et ça m'a permis de visiter la ville, ça m'a permis de rencontrer une chouette personne, parce qu'on s'est vu pendant 3 jours, tu vois. Et c'était top. Mais si j'étais dès le départ avec l'état d'esprit, ah non, Berlin, trop loin, machin, ce serait jamais arrivé. Et tout part d'une décision. Tout part de là, tu vois, avant même d'avoir entamé quoi que ce soit. C'est ça. Et je dirais même, ça part même avant. De nouveau, ton état d'esprit va conditionner cette décision, tu vois. C'est ça. C'est vraiment, ouais, et Et c'est ça pour ça que moi je conditionne la travaille beaucoup réussite. sur l'attitude, tu vois, parce que l'attitude, c'est ta manière de tenir, c'est ta manière de marcher, c'est ta manière de sourire, c'est ta manière de respirer, de t'habiller, tu vois. Tout ça, ça fait partie de l'attitude et ça Mm. envoie un message aux autres, mais aussi à ton inconscient, vers quoi je vais Oui. ou de quoi je m'éloigne, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui marchent visibles, tu les vois, ils marchent, ils sont en mode je m'éloigne de quelque chose, d'une menace, tu vois. Puis que les autres, ils vont vers une promesse. Mm. Et déjà, ça te rend totalement différent au regard des autres. Tu dis à lui, bah tiens, non, non, sympa, j'ai pas envie d'y aller. Puis l'autre, Mm. ah bah tiens, ah ouais, ça a l'air sympa et tout. Bah, les gens qui sont dans la fuite, en fait, tu le sens, tu vois. 80% de la communication, elle est non verbale, donc tu le sens instinctivement. Ah ouais, Tu sais pas forcément le décrire si t'as pas une conscience aiguë de ton instinct, mais tu vas dire, ah, je sais pas, ah ouais, je je la sais sens pas, pas, je quoi. le sens pas trop, il y a un truc, tu sais pas trop quoi. Mais t'as pas envie d'aller vers cette personne-là. Alors par exemple, dans des masterminds d'entrepreneurs, bah, à chaque fois, je rencontre les deux types de personnes. Tu rencontres des personnes qui sont un peu dans la fuite, où j'évite les problèmes, machin. Je sais pas, par exemple, des personnes qui sont dans le mode, ah, j'ai pas envie de recruter parce que les humains, j'en ai marre, ça me saoule, machin. Ça, c'est une personne qui est dans la fuite. Tu as une personne qui parle comme ça. Et naturellement, tu n'as pas vraiment envie d'aller vers cette personne-là parce que c'est du négatif qui ressort, tu vois. Alors que à côté, bah, tu en rencontres d'autres qui disent, ouais, j'ai envie de faire des trucs, on va faire ci, on va faire ça, machin. Et en fait, naturellement, tu es attiré vers ces personnes-là parce qu'il y a du positif qui s'en dégage, parce que ces personnes sont dans la construction. Et donc, du coup, ces personnes séduisent, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as envie d'aller vers ces personnes-là. Et c'est pour ça aussi que ces personnes-là ont plus de succès, parce qu'elles ont une attitude qui fait que les gens vont vers elles. Parce que c'est con, mais souvent on l'oublie. Personne n'a envie d'être ami ou autre avec des gens négatifs. Ça intéresse personne. Attends, t'imagines, tu pars en croisière avec quelqu'un comme ça, c'est bon, tu te jettes au requin, hein. Bah ouais, Ou l'autre, ou tu le jettes lui au requin plutôt. c'est ça. Et il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. C'est pour ça, par exemple, quand tu vas sur Internet, juste jette un œil sur les commentaires YouTube des mecs, souvent c'est négatif, etc. Et à chaque fois, tu as envie de leur dire, mais les gars, c'est quoi votre but? Ouais, ou alors tu passes tu les laisses te prendre le moins de temps possible, le moins de pensée possible. Tu vois, parce que moi, un truc, Ouais. quand il y a des gens négatifs comme ça, j'ai vraiment pas envie qu'ils rentrent dans ma vie, qu'ils rentrent dans mes pensées. Toi, j'ai Ouais. envie de passer le minimum de temps à m'occuper de ça. Hmm. Et si vraiment ils sont sur ma route, etc., de nouveau, OK, c'est quoi le tremplin? Ouais. Et puis là, moi, je travaille beaucoup sur une autre ressource qui est l'altruisme, si tu veux. C'est quand vraiment tu as affaire à quelqu'un qui est toxique. Moi, j'ai un autre protocole, si tu veux, tu te dis, OK, d'abord, tout ce qu'il fait, dit ou pense, c'est l'aboutissement de son histoire, Ouais. pas de la mienne. Oui, c'est vrai. Ensuite, je me dis, OK, après, j'essaie de faire preuve, si tu veux, d'empathie. C'est-à-dire, je me dis, OK, qu'est-ce qui, dans son histoire, pourrait l'amener à tel genre de comportement? Hmm. Du coup, je dis, ah bah peut-être que quand il était petit, ou je sais pas, peut-être qu'il lui arrivait ça, donc du coup, ça dégonfle encore le truc. Après, compassion, je me dis, OK, et moi, dans mon histoire, quels sont les moments où il m'est arrivé des trucs qui m'ont fait faire aussi avoir ce genre de discours ou de raisonnement ou de pensée, tu vois. Hmm. Puis là, tu dis, ah ouais, en fait, ah ouais, bah, je comprends bien, en fait. Moi aussi, en fait, il m'est arrivé la même chose ou il m'arrive la chose dans un autre domaine. Oui. Et puis finalement, c'est la plus dure, c'est la miséricorde, c'est pardonner à l'autre ce qu'il ne peut pas s'empêcher de commettre, tu vois. Tu te dis, OK, est-ce que tu aurais les moyens de faire autrement? Est-ce que tu aurais les ressources de faire autrement? Les croyances, les programmes, les trucs de faire autrement? Puis Hmm. tu réalises que non. Et là, du coup, le mec, le truc s'en va, tu vois.
tu peux passer à autre chose. Il te prend plus en otage, quoi, parce que quand ça te rappelle ton histoire, enfin, tu vois, après, le truc, tu sais que tu as une embrouille et puis genre 2 semaines plus tard, tu y penses encore. Et tu es là, attends, tu rigoles, non, je veux pas être ce mec dans ma tête, tu vois. Et donc là, c'est aussi un autre routine pour résilier, te dire, ok, puis ouf, le laisser partir, tu vois. Hmm. Laisser le machin continuer et pas le T'avais, traîner avec toi. t'as un autre truc aussi qui me vient, je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est de faire attention au contenu que tu regardes, que tu consommes, soit sur Internet ou ailleurs. Et je te prends un exemple qui m'était arrivé. Il y a une période, il y a à peu près un an, où j'étais un peu négatif. Et en fait, je m'en rendais pas compte sur le moment. Mais sur YouTube, sur mon temps libre, je regardais beaucoup de contenus qui étaient aussi négatifs. Par exemple, je regardais du contenu sur le réchauffement climatique, des experts qui disent putain, ça va être la merde, plus de degrés, machin. On Euh, va tous y passer. Rationnellement, ce qu'il disait est vrai, mais derrière, qu'est-ce que tu en fais de ça, tu vois? Donc, je Ouais, puis à regardais quoi du ça te contenu comme ça, sert? où je regardais du contenu sur la crise financière à venir, les cracks boursiers, je regardais du contenu sur la Seconde Guerre mondiale aussi, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ça me mettait dans une boucle négative qui faisait que je voyais de plus en plus de choses en négatif dans tout. C'est-à-dire dans ma vie personnelle, au travail. Et en fait, ça me contaminait. Puis à un moment, je m'en suis rendu compte. C'est un ami qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, le contenu que je regardais était responsable de ça. Et à partir de là, j'ai changé de contenu pour regarder. Par exemple, au lieu de regarder du contenu, ouais, ça va être la crise, les cours vont s'effondrer, machin. Bah, j'ai regardé beaucoup plus de contenu sur bah tiens, comment faire croître son entreprise, même dans les pires merdes qui puissent arriver, comment faire ci alors qu'il y a ça qui va pas, etc. Tu vois, donc du contenu beaucoup plus constructif finalement. Et ben derrière, ensuite, ça s'est répercuté pareil sur tous les autres domaines de la vie. Alors qu'en fait, la seule chose que j'ai fait, le monde n'a pas vraiment changé en un an, mais la seule chose que j'ai fait, c'est changer le contenu que je regarde, tu vois. Et ça a eu une énorme influence. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, ça, c'est une grosse influence, tout ça, tu vois. Ah ouais, quand tu changes ta perspective, le décor, il change, quoi. Ouais, complètement, ouais. Tu as des artistes maintenant qui font des trucs incroyables. Tu as un japonais qui fait un truc en miroir. Si tu le regardes dans un truc, tu vois rien, tu vois ce qu'il y a derrière. Et Ouais. tu le regardes de l'autre côté et ça prend, enfin, tu vois, les jeux comme ça de perspective, c'est assez étonnant. Et on peut faire la même chose avec notre cerveau, tu vois. La manière que tu vas te focaliser sur la réalité, eh ben, elle va changer la réalité. Alors que Oui. c'est la même réalité, mais tu peux la regarder comme tu veux, tu vois. Donc autant regarder la réalité de façon à ce que ça te sert, que ça soit utile, que ça soit beau, que ça soit inspirant, tu vois. Une fois, j'ai rencontré une personne comme ça et ça m'a beaucoup inspiré, justement. C'est une personne qui était, je crois, qui est quasiment jamais négatif. Et quoi qu'il lui arrive dans la vie, il le voit dans un sens positif pour lui, tu vois. Mais ça allait même, par exemple, ça va jusqu'à, je sais pas, il y a une grève, il n'y a pas de train, il ne peut pas rentrer chez lui. Bah, ça va être, bah tiens, je vais avoir plus de temps, je sais pas, pour écouter des podcasts, ou pour faire ci, ou pour faire ça. Même les trucs les plus chiants qui lui arrivent, ou tiens, par exemple, je sais pas, il fait une connerie, il achète, je sais plus c'était quoi l'exemple précis, mais en gros, il avait acheté un truc sur le Bon Coin qui était trop cher par rapport à ce que ça valait. Bah, même ça, au lieu de se morfondre, de se dire, ah putain, je me suis fait arnaquer, machin, bah, en fait, il va se dire, bah, c'est une leçon pour la prochaine fois. Voilà, ça m'a coûté, je sais pas, 500 balles. Bah, j'ai appris une leçon à 500 euros. Et du coup, j'économise peut-être 5 000 euros. Ouais, parce que c'est ça ce que tu estimes avoir la malchance à court terme, mais en fait, peut-être qu'à long terme, si tu n'avais pas eu cette leçon, peut-être qu'un an après, tu te serais fait arnaquer de 5 000 euros Exactement. pour la même raison, mais parce que tu l'aurais pas vu, quoi. Et le pire d'ailleurs, c'est quand tu gagnes trop. En arts martiaux, si tu veux, il y a une sorte de philosophie. On te dit, gagner quand tu as fait de ton mieux, c'est justice. Ouais, Perdre quand tu n'as pas fait de ton mieux, c'est justice. Perdre quand tu as fait de ton mieux, c'est la plus belle leçon que tu puisses recevoir. Et gagner quand tu n'as pas fait de ton mieux, bah, c'est la meilleure aussi, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment, si je perds quand j'ai fait de mon mieux, mais c'est la meilleure opportunité parce que du coup, je vais me remettre en question, je vais chercher pourquoi, je vais grandir, je vais apprendre, je vais évoluer, je vais progresser, je vais me perfectionner et je vais ressortir de là bien plus grand que comme j'étais entré, tu vois. Donc finalement, perdre quand tu as fait de ton mieux, c'est le top.
Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait cette citation, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Je Et gagne. effectivement, bah, si tu gagnes, bah, tant mieux, tu as gagné. Et si tu n'as pas gagné, bah, c'est une leçon. Tu apprends la leçon et tu retiens pour la prochaine fois. C'est ça. Et ça, c'est un état d'esprit de résilience, finalement. Parce qu'avec Ah, ça, totalement, quand tu as totalement. cet état d'esprit-là, il peut jamais rien t'arriver, en fait. Tu apprends toujours un truc. Et alors, ce qui est drôle, c'est que tu vois, quand les enfants sont petits, personne ne doute de ça. Quand ils tombent, on leur dit pas, ah non, mon chéri, tu n'y arriveras pas, arrête, tu vas te refaire mal, oh là là, non, non, tu ferais mieux, on va te traîner en poussette toute ta vie, tu vois. Pas du tout. On leur dit, vas-y, tu vas y arriver, allez, essaye encore, essaye encore. Puis un Hmm. beau jour, dans la vie, on arrête de croire ça, tu vois. Hmm. Les gens commencent à te dire, ah non, tu ne devrais pas essayer, ou fais gaffe, ou là là, ça va être difficile. Enfin, tu vois, Et je sais pas très bien ce qui fait le switch, tu vois, mais c'est intéressant, quoi. Bah, globalement, de toute façon, les bruits ambiants que tu as à droite, à gauche, surtout en France avec les autres, ont plus tendance à tirer vers le bas. Donc, en fait, faut d'abord commencer par soi, ce que tu expliquais tout à l'heure avec les croyances, le shift mental, la routine, le focus, etc. En fait, il faut commencer par ça. Et c'est ensuite, quand tu commences par ça, que tu influences ton environnement, finalement. Et alors, du coup, je te poserai une question pour la prochaine fois. C'est comment se servir justement de cette mentalité française un petit peu. Tu as l'impression un peu qu'ils ne sont jamais remis vraiment de Napoléon. Tu sais, il y a dû y Ouais. avoir dans l'histoire des gros coups, des grosses déceptions, tu vois, des choses vraiment difficiles. Eux, ils sont restés en mode, justement, en mode menace, tu vois. Hmm. Alors, quand je dis île, c'est évidemment, c'est pas tout le monde, hein. Hmm. Mais voilà, chaque pays a ses mentalités. Nous, en Suisse, on a aussi nos styles, nos états d'esprit, si tu veux. On n'est pas hyper rapide et puis on n'est pas hyper. Enfin, tu vois, chacun Hmm. son truc. Hmm. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux exploiter ça? Comment je peux me servir de ça pour m'en faire un tremplin, tu vois? Hmm. Et à chaque fois, tu réalises que toute adversité, toute gêne, limite, désavantage, inconvénient, tu peux le transformer en tremplin Oui. et t'en servir, tu vois. Et là, T'as, c'est vraiment magique. T'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de comprendre voilà, tes forces, tes faiblesses et même transformer tes faiblesses en force. Même pas les transformer, de réaliser qu'elles sont déjà des forces, Oui, ou c'est même des forces. tu vois. Je te prends, bah tiens, je te prends deux exemples. Une fois, je conseillais un entrepreneur, c'est un mec ultra extraverti. Genre, le mec, il peut te faire 5 heures de blabla et c'est captivant, hein. Franchement, il parle pendant 5 heures, tu l'écoutes et tout. Et le corollaire de ça, c'est que cette personne-là est complètement déstructurée. C'est-à-dire qu'il est incapable, par exemple, je sais pas, d'écrire un process, tu vois, par exemple, il ne sait pas faire, tu vois, il sait pas. Et là où ça devient une opportunité pour lui, c'est le conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit, bah, en fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un intégrateur, c'est-à-dire de recruter un intégrateur dans ton entreprise qui va faire toutes ces choses-là, qui va se concentrer sur tout ce qui est process, etc. Et toi, ton rôle dans l'entreprise, bah, ça va être entre guillemets, de faire du blabla. Tu vas te faire des vidéos, de faire des podcasts, etc. Et de le faire à l'impro, comme tu le fais, et de vraiment te concentrer sur ça, tu vois. Et pourquoi pas même de dire ouvertement que tu n'es pas bon dans tout ce qui est process, organisation, etc. Et d'en faire un avantage en disant, bah tiens, bah, c'est pour ça que j'ai recruté dans mon entreprise et communiquer à tout le monde que du coup, que tu recrutes des personnes qui sont complémentaires à toi et créer un état d'esprit comme ça, tu vois. Ça Ouais, dépend. Plutôt que d'essayer de devenir bon en organisation alors que tu n'es pas bon, tu vois. Tu le fais comme ça. ouais, non, Et ça, tu peux le faire dans plein de trucs en entrepreneuriat, ouais. Ok, on arrive au bout de l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la fin, s'il y aurait une chose à retenir, un enseignement, une phrase pour commencer à être résilient dès aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait si tu devais faire une courte synthèse? Ah, moi, je dis vraiment la clé de la base de la clé, c'est récupérer son pouvoir. On nous a un peu, suivant les circonstances, tu vois, on nous a un peu enlevé notre pouvoir, etc. Mais c'est récupérer son pouvoir. C'est-à-dire, si tu veux, on est 50% responsable de ce qui nous arrive parce qu'il y a des choses qui nous échappent. On ne peut pas Hmm. tout maîtriser, tout contrôler, tout, tu vois. Donc, on Oui. n'est que 50%. Alors, on est 50% parce qu'on y va, parce qu'on était là, enfin, tu vois, on ne nous a pas non plus transporté. Mais on Hmm. n'est que 50% responsable de ce qui nous arrive. En revanche, on peut devenir 100% responsable de ce qu'on va faire avec. Oui. Ça change tout.
Si tu récupères ton pouvoir et que tu te dis, en fait, je suis 100% responsable de ce que je vais faire avec ce qui m'arrive, et ça peut tout changer. Du coup, tu dis, OK, alors, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver, et de qui, enfin, tu vois, etc. Mais tu dis, OK, ce qui m'arrive, d'accord, c'est pas forcément de ma faute, patati patata, mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'utiliser? Comment je vais rebondir? Comment je vais m'en servir, tu vois? Ça, c'est la clé absolue, quoi. C'est vraiment récupérer son pouvoir. Quoi qu'il m'arrive, OK, c'est pas de ma faute et tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? T'as déjà vu la série Retour vers le futur? Avec Ouais, le le cheveu. mec avec les Ouais, cheveux un ouais, peu ouais, bleus. ouais, ouais, bien Ah, sûr. t'as une scène que j'aime bien là, à toute fin, parce que c'est un peu la thématique du film, justement. Et à la fin, j'aime beaucoup, parce que le mec, il explique, voilà, l'avenir sera ce que vous en ferez. Ah ouais, c'est ça. C'est C'est ça. écrit ça, il dit, c'est jamais écrit à l'avance. Des fois, t'as les événements qui sont ce qu'ils sont, mais l'avenir sera ce que tu choisiras d'en faire. Surtout que plus c'est inconfortable, plus il y a de l'adversité, plus c'est difficile, plus c'est une opportunité pour aller loin, tu vois. Oui, Donc vraiment, ça neutralise tout. C'est-à-dire, non seulement j'en fais ce que je veux, c'est moi qui décide ce que je vais faire avec ce qui arrive, mais que plus ça se passe mal, mieux c'est. Donc voilà, avec un état d'esprit comme ça, c'est bon, il n'y a plus rien qui peut t'abattre. c'est assez clair. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, sur tes travaux, ou même commander ton livre, par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors le livre, il suffit de le taper sur Internet, hein, L'art de rebondir, on le trouve. J'ai mon site Internet, alors je m'en suis pas, il manque, il faut que je passe aspirateur, mais disons que voilà, Ouais, si vous n'êtes pas trop exigeant et trop sévère, il y a l'essentiel dessus. Et puis voilà, donc Google, quoi, notre cerveau à tous, quoi, notre nouveau, enfin, ou même ChatGPT maintenant, oui. C'est vrai. qui va petit à petit quand même prendre de la place dans nos habitudes, quoi. C'est vrai. Ok, top. Eh bien, écoute, je te remercie, James. Ben, merci Mike, merci à toi.